Madame, Monsieur, bonjour. La France vient de reporter la réunion G5 Sahel prévue pour le 16 décembre et ce, dans le sillage de l'attaque meurtrière au Niger hier et qui a fait état de plus de 70 morts. Alors, quelle est la situation aujourd'hui et pour demain dans cette région du Sahel? Nous en parlons en compagnie du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel et ce, en marge des Atlantic Dialogues qui se tiennent donc à Marrakech. Nous profitons de sa présence pour commenter, analyser la situation dans cette région. Angel Losada, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Alors, tout d'abord, un commentaire sur cette dernière attaque au Niger. J'étais profondément ému, bien sûr, et je voulais profiter justement de cette occasion, puisque ça vient d'arriver il y a à peine quelques heures, d'envoyer toutes mes condoléances au peuple et au gouvernement du Niger, avec qui d'ailleurs je suis en contact pour cette attaque vraiment meurtrière, comme vous l'avez dit. On parle de plus de 70 hommes qui auraient été tués, une trentaine blessés ou disparu. Nous sommes face vraiment à une attaque à un niveau différent, avec, selon j'ai pu apprendre récemment, même avec des instruments bien sophistiqués, avec du renseignement en interne. C'est-à-dire que nous sommes face à un nouveau genre de terrorisme qui est en train de se produire dans la région, juste dans cette région frontalière. Et ceci est très grave, sans aucun doute. C'est la première observation que je puisse faire. Ce qui ne veut pas dire que la situation soit irrémédiable. Au contraire, nous sommes aux côtés des pays sahéliens et nous allons tout faire pour les accompagner dans ces moments difficiles, sans aucun doute. Est-ce que vous parlez justement de ce soutien, l'Alliance Sahel, est-ce qu'aujourd'hui, elle est vraiment en phase avec ces nouvelles menaces? Ce changement du mode opératoire des menaces, prouve-t-elle son efficacité finalement, cette alliance? Alors nous avons deux genres d'instruments, pour ainsi dire. Nous sommes avec deux instruments différents. Vous savez que toute la stratégie de l'Union européenne se fonde sur le principe de sécurité et développement, le nexus entre les deux. Il n'y a pas de sécurité sans développement, ni développement sans sécurité. C'est l'essence même de l'action de l'action aujourd'hui, de la stratégie de l'Union européenne. Alors pour ces deux actions, nous avons, dans le secteur du développement, nous avons aujourd'hui l'Alliance Sahel. L'Alliance Sahel est fondamentalement axée sur les actions de développement. Quoi qu'il y ait effectivement un pilier sécurité duquel s'occupe l'Union européenne, mais c'est fondamentalement des actions de développement avec l'approbation de ce qu'on appelle les PDU, les programmes de développement d'urgence, qui permettent immédiatement, quand la zone a été ratissée, a été nettoyée, d'avoir une action directe et qui est déjà en train de produire des fruits aujourd'hui même. Mais nous avons l'autre secteur, c'est-à-dire le secteur de la sécurité, dans lequel il y a la force conjointe du G5, qui est une organisation africaine, comme vous savez, des 5 pays sahéliens, souveraine, décidée par les 5 chefs d'État, avec laquelle on participe pour les appuyer aussi bien dans la formation que, par exemple, dans les équipements. Alors vous pouvez me demander comment est-ce que vraiment elle n'aurait pas pu agir, est-ce qu'elle n'est pas active? C'est une question qui est légitime de se poser, mais il faut en premier lieu se poser une autre question, c'est-à-dire qu'il y a à peine 3 ans, un peu plus de 3 ans que la force du G5 a été formée. C'est assez admirable, comme je dis toujours, que les 5 pays les plus pauvres d'Afrique, parmi les plus pauvres d'Afrique et du monde, je dirais, ont réussi à joindre politiquement, à créer politiquement cette force conjointe. Alors cette force conjointe est en train de se mettre en marche. C'est pas celle qui a été attaquée récemment, mais elle est en train de se mettre en marche. Elle est en train d'être appuyée. Sans aucun doute. Il y a déjà des premières livraisons qui ont été faites récemment. D'autres vont suivre avec des blindés qui vont être remis aux autorités. La présence française sera appuyée par l'Union européenne, c'est ce que vous dites? Bien sûr, l'Union européenne... La présence internationale sur le terrain se fonde sur l'opération Barkhane. Voilà. Mais clairement, c'est la France qui mène, on va dire, qui prend le lead, on va dire, sur cette opération. La France a le lead sur la lutte contre le terrorisme proprement dit, effectivement, avec l'opération Barkhane. Mais elle est en appui, elle joue avec également les missions de l'Union européenne, qui sont des missions de formation et de conseil des forces maliennes sur le terrain. Et l'Union européenne, pour cela, a une mission qui s'appelle ETM, pour la formation des militaires, qui a formé plus de 70%
de l'armée malienne. Alors, nous avons ces deux éléments. Et en plus, l'Union européenne est en train d'appuyer la force du G5 avec la France, avec d'autres pays. Mais l'Union européenne a été la première à vraiment engager des fonds. Nous avons déjà déboursé plus de 100 millions d'euros. Et nous allons encore débourser 138 millions supplémentaires très prochainement, qui vont être approuvés. En plus de cela, à travers de l'Alliance Sahel, le secteur sécurité de lequel je vous disais, nous appuyons également toute la structure sécuritaire du G5. Donc nous avons quand même une participation active, très active, et qui accompagne ou qui essaie d'accompagner. Mais je reconnais le moment est bouleversant. Il vient après un autre moment très bouleversant également, les 2 hélicoptères français qui ont causé la mort de 13 soldats français. Nous sommes devant un moment très compliqué, très difficile, mais c'est à ce moment-là, comme vient de le dire d'ailleurs le représentant Borrell, dans lequel nous devons renforcer notre coopération et nous devons aller de l'avant avec les pays du Sahel. Avec les pays du Sahel, mais il y a des voix qui s'élèvent contre justement la présence française dans cette région. Oui, écoutez, il faut la présence française ou internationale, en général. Il faut pas oublier, la française est pointée du doigt en particulier. Il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que si nous agissons sur le terrain, c'était à la demande même des pays sahéliens. Vous rappellerez l'opération Serval, c'est le Mali qui a demandé qu'il y ait cette intervention. Sinon, le Mali serait tombé. Il ne faut pas oublier. Et en plus, la France, des Européens également, au sein de ETM, ont perdu leurs soldats également. Donc, on accompagne. C'est à la demande même des pays. Il ne faut pas oublier cela. Et nous sommes dans cet effort commun parce que nous avons une vision très claire. Nous sommes face à une crise régionale. Donc, la solution ne peut être que régionale. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le G5. C'est pour ça qu'il est important que nous travaillions tous ensemble. L'Union européenne s'est énormément efforcée pour convoquer la conférence de Bruxelles, par exemple, à laquelle, pour le financement de la force conjointe, dont il y a eu 400 millions d'euros qui ont été engagés. En tout cas, l'Union européenne a déboursé les fonds qu'elle avait promis. Et nous sommes dans cet effort conjoint avec d'autres pays. D'autres pays agissent de façon bilatérale également. Mais de façon conjointe, vraiment, l'Union européenne est derrière tout cela. Alors, oui, il peut y avoir des critiques qui, effectivement, grondent, on les entend, mais n'oublions pas. N'oublions pas que c'est également à la demande de ces pays, également que nous ne pouvons pas faire tout seuls face aux problèmes qu'aujourd'hui pose le terrorisme. Vous avez, puisque vous parlez de terrorisme, je vais m'arrêter sur ce dernier mot. Vous avez déclaré dans un entretien au quotidien français Le Point, datant de février dernier, je vous cite, « Le vide de l'État, c'est l'oxygène du terrorisme ». Effectivement, oui. Ça veut dire que l'État, est-ce qu'il y a un problème de gouvernance ou il y a un problème oui. Finalement des États qui n'arrivent pas justement à appliquer ces politiques antiterroristes? Effectivement, c'est une phrase qui m'avait paru originale parce qu'elle exprime exactement un peu la réalité. Je vais sur le terrain, je vais au Sahel environ 2 fois par mois, même plus, et même je me déplace. Je ne vais pas seulement à la capitale, je me déplace dans les différents endroits qui ont été malheureusement touchés directement par le terrorisme. Et il y a carrément un manque d'action ou de présence même de l'État. En plus, si nous analysons la situation, les systèmes traditionnels de règlement interne traditionnels qui datent de plusieurs centaines d'années ne fonctionnent plus puisque les terroristes, avec une stratégie bien préparée, on les a pratiquement éliminés, ont créé un vide. L'État est incapable, puisque ce sont des États quand même faibles, avec des institutions faibles et avec des moyens financiers très faibles, qui doivent dédier un pourcentage très important de leur budget à la sécurité. Et ce sont des pays qui sont riches en matières premières aussi. Oui, mais jusqu'à un certain point. Mais ils sont très pauvres du point de vue institutionnel. Un pays, par exemple, justement le Niger, que j'admire beaucoup, parce qu'ils ont un programme qui s'appelle le 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigérians, que j'ai toujours trouvé très... C'est un programme qui était vraiment pour lutter contre le sous-développement.
Ce programme a dû être amputé d'un pourcentage très important pour faire face à la menace sécuritaire. Donc ce sont des pays qui ont des grandes difficultés du point de vue administratif, du point de vue de la présence même de l'État. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'école. Le problème des écoles est un problème essentiel. Quel est aujourd'hui le professeur qui va risquer sa vie pour ouvrir une école et s'il sait que le lendemain il peut être tué par les terroristes? Parce qu'il n'y a pas une présence physique de l'État, c'est impossible, les territoires sont énormes. Mais je crois que peu à peu, par exemple, il y a un groupe, le groupe d'action directe qui s'appelle le GARCI, qui est financé par l'Union européenne. J'étais à Bamako l'autre jour, j'ai inauguré un cours. Le directeur de la gendarmerie malienne nous avait dit que là où le GARCI est intervenu, finalement, l'école est revenue, l'école s'est rouverte, il y a une activité qui a été créée. Je sais que ce sont des exemples très ponctuels, mais c'est avec ces exemples, c'est avec cette volonté de peu à peu de rétablir la présence de l'État, ce qui est difficile de nouveau pour ces États, parce qu'ils n'ont pas de fonctionnaires. Ils ont des fonctionnaires très limités. En plus, ceux qu'ils ont, s'ils ne sont pas dans des situations de sécurité minimale, n'iront pas, ce qui est absolument compréhensible. Mais c'est avec ça que nous devons avancer. Nous devons avancer dans les deux voies à la fois, dans la voie de la sécurité et dans la voie du développement, à la fois de nexus. Donc, de nouveau, je reprends l'importance de ce nexus. Ne l'oublions pas, ne nous centrons pas seulement sur l'action militaire, qui est essentielle, l'action de lutte contre les terroristes, qui est essentielle, mais également sur l'aspect développement d'une approche intégrée de la situation. Voilà comment je crois qu'il faudrait faire face à cette question qui, malheureusement, affecte directement le Sahel, mais peut affecter toute la région, l'Afrique du Nord, l'Europe elle-même, si vraiment nous n'agissons pas avec urgence, car il y a urgence d'agir. On finit justement sur ce message clair et bien précis. Angel Losada, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. C'est un grand plaisir pour moi. Merci comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes en notre compagnie.